Les comptes les plus populaires sur Instagram ont zéro de contenu, quoi. C'est des adolescentes qui eat des bananes. Et donc il y a zéro contenu. Et elles ont 16 millions de followers, quoi. Donc on a la preuve. Le problème, c'est que signaler, invariablement, conduit, d'après les études qu'on a, vers l'anxiété. Donc signaler augmente l'anxiété. Ça réduit jamais, il n'y a aucune connexion. Ça augmente toujours l'anxiété. Car il faut toujours maintenir prospectivement, donc dans le futur, son succès et rétrospectivement son succès aussi. Donc si ton dernier post a 2000 likes, 2000 j'aime, et le prochain en a 1000, t'as échoué, quoi. Donc t'es constamment en train de faire la compétition avec toi-même, quoi. Pas contre les autres, contre les autres, contre le marché et contre toi-même. Tu dois te surpasser toi-même, c'est très anxieux. 41% des jeunes sur les médias sociaux, on rapporte l'anxiété extrême. Alors en 1995, il n'y en avait que 18%. Donc ça a triplé en ce temps dans les réseaux sociaux, et c'est la seule composante qui a changé dans les réseaux sociaux. Donc c'est les médias sociaux qui créent cela. Donc on peut comparer ces études pathologiques à l'épidémiologie, et on peut regarder les médias sociaux comme une épidémie, si on compare. Donc on peut étudier les médias sociaux dans ce sens-là. Si on fait cela, on découvre que quand une de ces nouvelles choses, tous les virus croissent rapidement et s'arrêtent. Donc pourquoi la peste noire a tué la population en Europe et s'est pas arrêtée? Pourquoi les épidémies stoppent? Pourquoi le sida s'arrête? Parce que le virus s'arrête, parce que il veuille continuer à survivre. Si tu es un virus qui a tué tout le monde, et le virus peut mourir aussi. Donc on appelle cela les variations auto-limitantes. La technologie, c'est pareil. Maintenant, on arrive à un stade auto-limitant. Ça veut dire que le coefficient de croissance des médias sociaux va s'arrêter, et le monde va être divisé en deux groupes. Le groupe des gens qui n'utilisent pas les médias sociaux et ceux qui utilisent. Et c'est pas des groupes géographiques ni socio-économiques. Donc on peut pas dire les riches vont utiliser, tu vois, ou l'Inde ou la Chinoise, et pas les pauvres et les riches, ou ceux qui sont éduqués ou ceux qui sont pauvres. On peut pas dire cela, car les profils des utilisateurs, à peu près 2 millions des médias sociaux, c'est très 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 divers, quoi. Il n'y a rien qui les distingue vraiment. La seule qui va qui va diviser ces deux groupes, c'est pas le genre, c'est simplement celui qui utilise les médias sociaux ou pas. Ça, c'est une pensée révolutionnaire, car c'est un effet massif sur la psychologie des médias sociaux. Un groupe, 2 milliards, avec un type de psychologie humaine, et l'autre, 5 milliards, avec un profil psychologique totalement différent. Et c'est la première fois que cette réingénierie de psychologie humaine se passe. Donc on peut le regarder dans ce sens-là. Je vais parler beaucoup, donc tu peux m'arrêter quand tu veux. Moi, si j'étais toi, je me laisserais parler. J'ai perdu 2000 €. Une des choses qui a été négligée sur les médias sociaux, c'est par qui ont-ils été créés? Si tu considères l'industrie de la mode, ça a été créé par les homosexuels, des hommes. Donc c'est ceux qui ils ont créé une
une idée de la femme idéale, et ce modèle de femme, et toutes les femmes maintenant dans le monde font cette erreur de se comparer à ces femmes. Ils pensent que les hommes pensent que, ouais, qu'on aime les femmes qui sont maigres et qu'on voit dans les magazines de mode, que c'est le modèle. Mais non, ça a été créé par des hommes homosexuels. Donc le modèle, le modèle est donc les femmes de nos jours ont adopté un modèle de femmes hommes. Pourquoi je vous raconte cela? Parce que les médias sociaux ont été créés par des riches. Ils ont été inventés par les hommes. Ils ont été inventés par des types de personnalités schizoïdes. Donc des personnes socialement inaptes. Les médias sociaux ont été inventés par les geeks. Donc la plupart de ces hommes, plus tard quand on lit leur biographie ont une activité sexuelle très basse ou asexuelle. Donc le profil des hommes qui ont inventé les médias sociaux, et on parle de tous ces hommes, est très 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 fin dans le profil. Ils ont créé les médias sociaux à leur propre image, bien sûr. Donc puisqu'ils sont asexuels, asocial et schizoïdes hommes, ils ont créé un outil qui leur ressemble. Donc ce qui se passe à cet outil, à leur grande surprise, c'est choquant pour eux, c'est que ça marchait. Ça a marché pour les hommes noirs, les femmes noires, pour ceux qui sont sexuels, les non sexuels. Et c'est totalement en dehors de la synchronicité naturelle. Donc maintenant, on est témoin de cela, que cette technologie est dessinée pour un profil bien précise. Et s'il y a une dissonance qui se crée, c'est mal utilisé et détourné. Et donc on crée cette dissonance dans les gens qui utilisent les médias sociaux. On sait que l'exposure à ces médias, donc l'exposition aux écrans, ça encourage la dépression, l'anxiété, le suicide. L'anxiété chez les jeunes croît de 20% en 2007, 17% des jeunes ayant l'anxiété ont une anxiété sévère qui menace leur vie. Donc quand on arrête de regarder les écrans, ça réduit les états malheureux et ça augmente l'estime de soi. Donc on sait que ça augmente l'anxiété, la dépression. La société de santé, royale de santé, 63% des utilisateurs Instagram ne sont pas heureux. Donc on ne sait pas si c'est les gens malheureux qui utilisent Instagram ou inversement si ça les produit. Mais si on suit les autres médias sociaux, c'est vraiment la plateforme qui a tendance à créer cela. Les dépressions chez les jeunes, entre 15 et 24 ans, a augmenté de 17% lors des 30 dernières années. Ça a doublé. Donc depuis 2010, les suicides chez les jeunes augmentent de 31%. Donc c'est rampant. Et aujourd'hui, la première fois dans l'histoire humaine que chez les jeunes, la
cause majeure de mort et le suicide. Ça c'est le problème premier chez les jeunes. Et ça, c'est connecté intimement avec les médias sociaux. Donc c'est une question de pourquoi cela? J'ai dit que les médias sociaux est un outil de conditionnement. Pas d'addiction, mais de conditionnement. De la position relative de la personne. Et quelles émotions ils sont attachés? Donc c'est l'envie, c'est construit autour de l'envie pathologique et amplifie cela. Et cela quantifie suivant les algorithmes de classement. Donc ils peuvent quantifier l'envie, ils peuvent la contrôler et ils l'utilisent pour causer en vous certains comportements. Donc ils militarisent, ils l'utilisent comme une arme contre vous. Donc l'envie pathologique est une forme d'agression. On fait la confusion entre la jalousie et l'envie. Il y a une différence. La jalousie, c'est quand je te regarde et que je veux être Richard Granon. Donc je vais étudier, je vais acheter les bonnes lunettes, je vais faire de la muscu et ça va me motiver à action positive. La jalousie est constructive. Ça me motive à acter dans une façon positive. L'envie pathologique veut dire que je te regarde comme une frustration sociale et je ne veux pas être comme toi. Donc je vais essayer de te détruire ou de te faire moi-même. Donc tu vois, je vais te forcer à porter des chemises blanches. Donc c'est une forme d'agression. Quand on regarde les médias sociaux, on voit que tous encouragent l'agression via leur algorithme et la façon dont ils forcent les interactions. Ils encouragent l'agression des pairs, l'harcèlement, l'humour noir, l'honnêteté brutale. Donc dans le vide, tu peux mettre la compassion ou les agressions, quoi. C'est ton choix de ce que tu vas écrire et de comment tu vas abuser cet espace libre d'expression. Mais c'est pas vrai, parce que ces plateformes ont été designées pour cela, pour conditionner les fondateurs et constructeurs ont aussi conditionné pour qu'elles soient addictives. Donc on sait ce qu'ils font. Ces plateformes encouragent l'utilisation répétitive et cela compulsivement. Et qu'on connaît la psychologie. Et que ces émotions, l'agression, haïr, seules ces émotions encouragent l'utilisation répétée. Donc c'est pas possible qu'il ait créé ces algorithmes sans être au courant de cela et de connaître comment utiliser l'émotion. Donc le plus tu regardes l'écran, le plus tu as des émotions négatives. Et ça crée l'envie, le ressentiment. Oui, cela encourage cela. Comme toutes les études psychologiques disent que l'amour ne motive pas l'action répétitive, l'utilisation répétitive, ni l'addiction. On a des formes d'amour qui sont addictives. Cela donne le harcèlement, le stalking. Ça, c'est pathologique. Ces plateformes sont designées avec la pathologie derrière. Les fondateurs de Facebook, les ingénieurs de Facebook dans les premières années, maintenant sont passés dans le public pour dénoncer cela, qu'ils ont construit l'addiction dans la plateforme. Et cela, t'es obligé d'encourager ces émotions négatives pour entraîner des comportements addictifs et répétitifs. Donc cela ne fait aucun doute que ces plateformes
ont terminé comme des plateformes de fake news, de harcèlement. Elles ont été construites pour cela, pour la haine. Twitter a limité le nombre de caractères. 114, ensuite 140. Ce qu'on sait, c'est que la parole agressive est plus courte depuis des études qui ont été faites dans les années 60-70, qui a été démontré que les paroles agressives sont beaucoup plus courtes que l'écriture non agressive. Donc oui, je vais te dire, on va te faire enculer, connard, voilà, je vais pas faire un roman, quoi. Oui, exactement. Ouais. Et donc, on envoie des lettres d'amour, tu vois. Ouais. Tu dis je t'aime, le partenaire serait très 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 déçu, c'est tout ce que tu as à dire. Voilà. Même si tu dis je t'aime, l'autre partenaire va dire c'est tout ce que tu as à dire. C'est bizarre. C'est tout. L'amour et voilà, c'est la compassion. Ça fusionne, tu t'acceptes, t'enrobes de choses, tu vois, afin de créer ces émotions positives, il faut travailler dur, donc il faut écrire beaucoup, mais par contre pour t'attaquer, pour te faire peur, pour te terroriser, 2-3 mots ça suffit. Donc on sait que les études dans les années 60 jusque dans les années 80, toutes ces études ont été faites, que la parole agressive est beaucoup plus courte. Donc voilà, pourquoi Twitter c'est 114 mots et pas 1000 quoi? C'est quoi le problème? C'est pas l'espace sur les serveurs qui est limitante. Ouais, mais je crois que t'as raison. C'est dingue la différence, l'agression. Je t'encourage de voir les dernières interviews du chief engineer de Google ou Facebook qui a dit nous l'avons construit pour l'addiction et avec ses paramètres négatifs de programmation. Et CBS aussi a fait 2 émissions sur Facebook qui étaient extrêmement sinistres, qui dit c'était une plateforme très très sinistre, très maléfique. Parce que c'est la façon dont les algorithmes ont été créés, quoi. D'un point de vue de la psychologie clinique. Quoi. Bien sûr, tu peux utiliser ces plateformes pour faire rire, mais t'es pas encouragé. T'es pas récompensé pour ça. Tu vois, si tu poignardes Richard, je te rajoute 4000 likes. Là, je peux te donner un couteau et tu peux, si tu coupes le pain, je t'en serais très reconnaissant. Tu vois comment tu peux motiver les choses. L'instrument et les outils est aussi bon que ceux qui le récompensent. La récompense, l'incentive détermine l'utilisation derrière l'outil. Donc s'il n'y avait pas peur d'utiliser de couteaux sur les gens, beaucoup plus de gens utiliseraient des couteaux sur les gens. Quoi. Mais comme on n'a pas l'incentive de les utiliser, voilà. L'incentive négative s'appelle la prison, quoi. Donc s'il n'y avait pas ça, les gens s'entretueraient, quoi. Donc les comportements est régulé comme cela. Donc si tu es exposé à beaucoup de choses négatives, des messages, où la négativité est récompensée, et retweetée et devient reine, c'est toxique, ça t'empoisonne, simplement. C'est aussi sûr que l'arsenic, ça t'empoisonne. Et ton mental change. La neuroplasticité du cerveau change. Ta façon de penser change. D'abord, tu te défends contre cette toxicité.
Et c'est donc de prendre du recul et d'arrêter les médias sociaux. Et les médias sociaux, c'est l'invention la plus antisociale possible. Ça encourage plus les comportements antisociaux que le reste, quoi, que n'importe quoi. Les médias sociaux ont créé une vague sans précédent de réaction à la négativité. Ceux qui ont des tendances agressives, etc., trouvent le terrain des médias sociaux le terrain idéal. Ça améliore la toxicité. Ça, c'est une boucle de rétroaction qui s'auto-entretient et qui amplifie, qui connecte ces mêmes personnes agressifs, dangereux. Ils sont fous. Ces simplifications et l'effet réseau. Et toutes ces plateformes de médias sociaux. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est bizarre, hein. Sûr, les médias sociaux, c'est un réseau. On a différentes façons d'organiser les interactions sociales. Pourquoi on utilise les réseaux pour les médias sociaux? Pourquoi on n'utilise pas une hiérarchie? Pourquoi on n'utilise pas un truc avec des modérateurs? Avant les médias sociaux, en ligne, on avait d'autres façons d'interagir en ligne dans le monde cybernétique qui n'a rien à voir avec les réseaux. Et les forums, par exemple, ouais. Moi, j'avais un forum avec 250 000 personnes pendant 10 ans. Pendant 5 ans, j'avais 250 000 membres et avec plein de modérateurs. Donc voilà, c'était des conversations un peu variées. C'était super actif, satisfait, ça emmenait la création de plein d'autres forums. Notre présomption naturelle, que les gens sont lavés du cerveau, les médias sociaux nous ont lavé le cerveau, que la seule façon c'était un modèle de réseau. Ça a été fait volontairement. Et ça, c'est l'effet réseau. L'effet réseau nous ramène à l'épidémiologie. C'est une épidémie. L'effet réseau est une épidémie, simplement. Une infection intellectuelle, émotionnelle, psychologique des gens par d'autres gens. Comme tu pourrais faire croître la peste, l'Ebola, etc. Donc ils auraient pu choisir des modèles différents, hiérarchiques, modérateurs, etc. Mais ils n'ont choisi aucun d'eux. Ils ont choisi le seul modèle qui est auto-propageant, auto-répliquant, psychologiquement, qui altère ton cerveau et ta neuroplasticité et qui te conditionne et qui devient addict. Ça, c'est le modèle du réseau, l'effet réseau, cela. Cela cause de la psychose, l'hystérie de masse, la mort des jeunes, des adolescents. Ça a créé des nouveaux types de rôle modèles, donc les tueurs dans les écoles. Théoriquement, on peut les utiliser pour du bon, comme Wikipédia. Mais même Wikipédia commençait comme un réseau et a arrêté le modèle. Pourquoi ils ont arrêté le modèle du réseau? Parce que ça est devenu une piscine d'agression, de bataille, une fausse sceptique. Moi je faisais partie des 100 fondateurs de Wikipédia, quoi. Ça s'appelait Nupedia à l'époque. Après Jimmy Wales nous a tous virés et il a fait Wikipédia. Donc ça a commencé comme Nupedia qui était modéré. On était tous un éditeur. Moi j'ai créé l'entrée pour le narcissisme comme éditeur. Donc on crée du contenu, mais c'était modéré. Il y avait des modérateurs. Et lui il a dit, je convertis Wikipédia en réseau. Donc c'est devenu Facebook.
Donc c'est l'effet réseau. Ça tout croît. Et voilà, c'est devenu une fausse sceptique, un égout, des attaques, des fous, du harcèlement, de la haine dans tous les sens sur les réseaux sociaux. Je me suis battu au travers des magazines avec Jimmy Wells publiquement. Mais finalement, je sais pas si c'est grâce à moi ou pas. J'étais le seul qui l'ait traîné en justice. Jimmy Wells a changé et le modèle de Wikipédia sur le modèle de Nupedia. Maintenant, Wikipédia, il y a des modérateurs. La minute où c'est devenu modérateur, c'est passé de 4 millions d'éditeurs en 17 000 ou 170 000. Les gens se sont détournés de Wikipédia parce que les gens cherchent le chaos. C'est la nature humaine. Tu surfes la vague ou tu mets des digues et tu t'essayes de canaliser cette énergie. Facebook, Twitter, tous ces réseaux surfent la vague. Ils savent que c'est dangereux, ils savent que ça rend les gens fous, ils ont lu toutes les statistiques, que ça augmente l'anxiété, les suicides, tout ça, ils savent tout, même plus. Ils ont designé malicieusement, criminellement, probablement, leur algorithme de réseau pour faire augmenter la pathologie humaine dans ses formes les plus extrêmes. Et je pense que la tempête arrive. Donc c'est auto-limitant, c'est un virus auto-limitant. Donc moi j'ai fait le documentaire Plugged In sur les médias sociaux. Tu crois que les gens commencent à en avoir marre? Tu te dis qu'il y aurait deux groupes, un groupe qui va utiliser et un groupe qui va plus l'utiliser, les médias sociaux. Et leur psychologie va être formée différemment. Donc ceux qui continuent à utiliser les médias sociaux pendant 10-15 ans, ils seront beaucoup plus pathologiques. Oui, bien sûr. C'est l'évolution c'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on a créé une technologie pour pathologiser les gens, pour faire augmenter les pathologies chez les gens, quoi. C'est trop tard pour les sauver. Ils sont déjà conditionnés et accros. Et maintenant, c'est peut-être 1,5 milliard, 1,2 milliard, on ne sait pas, mais une portion, oui, resteront toujours dans les médias sociaux pour toute leur vie. D'autres vont devenir plus déprimés, plus mal, plus schizoïdes, plus pathologiques. Et ce groupe sera une île, comme une île. Ils vivront tous sur cette île virtuelle. Ils vivront, ça deviendra leur monde. Et ils échangeront la réalité et l'illusion de la virtualité. Et ça s'appelle la psychose. Ça sera un groupe. Et l'autre groupe, bah voilà, quand ils ne vont pas l'utiliser. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, d'un groupe aussi gros allant vers une pathologie aussi forte, quoi. Donc on ne sait pas ce qui va arriver. Pour être clair, les gens ont été conduits à devenir fous par les médias sociaux et cela a été designé pour cela et pour les conditionner, pour les rendre addicts. Une fois qu'ils ont été conditionnés, ils ont réagi comme tous les conditionnés, c'est-à-dire que tu développes la dépression et l'anxiété. Mais dans la réalité, tu as une capacité de guérison, quoi, dans la vraie vie. Ça, c'est le test de la réalité. La réalité, où t'envoies des messages, quoi, sur ta dépression. Donc voilà, tu rencontres une fille qui te sourit, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui fait que tu vas guérir de
que tu vas guérir de ta douleur dans la réalité. Mais quand tu vis dans un environnement toxique, qui va de plus en plus toxique, où il n'y a que des messages toxiques, où tu es engagé dans des activités toxiques, comme le vote, le social ranking, donc l'évaluation, c'est un cycle vicieux, quoi. T'as pas cette influence du monde réel qui peut t'en sortir. Et donc c'est un monde psychotique, c'est pas bon. Et c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire humaine. Sur 1 milliard, quoi. Ça se passe de partout dans le monde, d'hommes, femmes, de toutes les classes, toutes les classes socio-économiques, tous les niveaux d'éducation, c'est pas limité, c'est comme des graines. Donc c'est comme une épidémie, en fait. Donc quand tu as eu le sida, tu as eu du sida à Paris, en Afrique du Sud, en Chine, voilà, quoi. Dans ce sens-là, je compare à un virus. C'est un groupe de personnes malades qui sont exposées comme un virus qui s'appelle social media et qui sont malades. Donc chaque virus est auto-limitant. Et ce documentaire est un résultat de ça, un médicament à ça. 20% des utilisateurs sociaux médias ferment leur compte ou partent, ou même se débarrassent de leur smartphone, quoi. Il y a un nouveau phénomène de thérapie où tu fais une retraite où tu peux pas utiliser ton téléphone ou internet. Un autre où quand tu vas au cinéma, à l'opéra, tout ça, ton smartphone est brouillé. Voilà. Donc c'est pas les 2 milliards d'utilisateurs qui vont devenir pathologiques. Mais c'est un nombre gigantesque, en fait. C'est un tel nombre que cela aura un effet énorme sur le monde, en fait. On ne comprend pas exactement la pathologie de cela. Il y a un nouveau diagnostic en 2013, l'addiction Internet, mais je pense pas que ça capture tous les aspects dont il faudrait étudier, quoi. Nous, ceux qui sommes en santé, comment on va gérer ces gens-là, quoi. En tant que thérapeute, comment tu vas gérer? Moi, je suis déprimé parce que je suis sur les médias sociaux tout le temps. Comment tu vas les aider? Voilà, je suis sur les médias sociaux 10 heures par jour, je peux pas m'en sortir. Ça pose beaucoup de questions politiquement, économiquement. C'est un groupe de gens malades. Et on doit les gérer. On doit gérer les résultats de cela, les comportements. Donc il va falloir une gestion des risques et de l'épidémie. Ça ressemble plus au film de zombies, quoi. Si t'as la peste, tu meurs. Le sida, bon, tu meurs un peu ou tu vis. Ça, c'est des situations qu'on connaît. Mais les médias sociaux, les addicts sont plus comme des zombies, en fait. Leur psychologie est altérée à un tel point que certains d'entre eux, on va avoir vraiment du mal à rentrer en relation avec eux, à les comprendre. C'est des groupes de gens qui vivent à l'intérieur de jeux multiplayer, multijoueurs. Ils ont ces jeux, ils ont leur propre monnaie, leur propre merchandising, Quand tu parles à ces gens, ils essayent de prétendre qu'ils sont dans la réalité, mais ils ne le sont pas. Ils vivent là-bas, dans l'ordinateur, et pas à l'extérieur.
Donc comment on va se mettre en relation avec ces gens, quoi? Est-ce que c'est possible d'expliquer comment les gens ont autant de problèmes dans les relations normales de la vie? Ouais, les médias sociaux et la plateforme l'invention la pire et la plus antisociale possible, quoi, qui éclate l'humanité, quoi, et la nature humaine. Et ça commençait à 6 millions d'utilisateurs, maintenant c'est 2 milliards, quoi, l'effet est énorme. Maintenant, les effets sont désastreux. Les jeunes préfèrent interagir avec d'autres jeunes exclusivement par les médias sociaux. La visage à visage, quoi, de personne à personne, est tombé à des crues de 70% en 10 ans, quoi, a diminué. Le dating, donc le sortir entre adolescents, a diminué de 30%. 50% se rencontrer entre ados. Donc les ados se rencontrent dans les médias sociaux, ils n'interagissent plus entre eux, quoi, à part par les médias sociaux. Et ça a été documenté, hein, c'est recherché. Et ils communiquent entre eux assis les uns à côté des autres, quoi. On a des recherches, des études qui ont été faites aussi. Assis les uns à côté des autres et communiquant à travers les médias sociaux, hein, pas directement. Putain, on se croirait dans un film de science-fiction dystopique. Ouais, ça a des effets sur le sexe, sur la reproduction, sur la formation de la famille. Donc, la formation de la famille maintenant est très faible, très basse. Un tiers des gens en dessous des 24 ans ne considèrent pas avoir une famille. Plus de un tiers au-dessus des 24 ans sont homosexuels. Bon, j'ai pas de problème avec cela, hein. C'est juste les statistiques, hein. Mais l'homosexualité reflète une déconnexion basique, car on sait historiquement de l'homosexualité que c'était dans un certain cercle. C'est pas concevable qu'une préférence sexuelle triple en quelques années, quoi. Et c'est particulièrement chez les jeunes, c'est ça, hein. Ouais. Et c'est les médias sociaux qui causent cela. Ouais, c'est les médias sociaux qui causent cela. C'est plus facile d'interagir avec ton propre genre si t'es pas face à face. Donc les médias sociaux augmentent ceux qui pensent pareil, la même façon de penser. Comme en politique, en médias sociaux, tu vas graviter avec des gens qui sont toujours d'accord avec toi, qui vont lire les mêmes news, tu vas pas aller voir autre chose, lire des choses qui contredisent. Ça, c'est une bulle, donc il y a une bulle de genre. C'est plus facile de communiquer avec le même genre. Donc, same bulle, same vue politique, same endroits préférés. Donc les gens, en fait, se niquent eux-mêmes. Oui, c'est ça, ouais. L'homosexualité est auto-érotique. C'est une forme de masturbation. Donc bien sûr, ça a une dimension psychosexuelle, émotionnelle, aussi riche, aussi profond, entre deux genres opposés. Mais il y a quelque chose dans l'homosexualité qui n'existe pas dans l'hétérosexualité. Il y a un autre élément auto-érotique. Et ça, c'est ce que les médias sociaux font. Ça augmente cela, ça fragmente en groupes identiques. J'appelle ce phénomène identicalité, enfin bref.
Collaborer, interagir seulement avec les gens qui sont très comme toi. Et l'épitome de cela, c'est le selfie. Dans le selfie, tu interagis avec la seule personne qui est 100% comme toi, toi-même. Self, c'est le soi. Donc le selfie, c'est un soi. On n'a pas de statistiques pour avant. Maintenant, on a des statistiques. Quand les réseaux sociaux ont commencé, il n'y avait jamais de selfie, quoi. Le mot selfie a entré le dictionnaire d'Oxford en 2015. 10 ans après les médias sociaux ont commencé. Au départ, il n'y avait rien. Pas de selfie. Et le selfie, maintenant, a explosé en 2014. Et maintenant, c'est 6 des 10 posts. Donc, 6 fois sur 10, on interagit avec nous-mêmes. On se regarde soi-même, on se prend en photo soi-même. Regarde, là, je me regarde moi-même. Je regarde Maë, tu me regardes. Je me regarde. Donc, je vais le dire comme... Donc, ça, c'est de l'auto-érotisme. Enfin, je parle pas d'émotions profondes, de relations, mais en tant qu'auto-érotisme, l'hétérosexualité est différente. C'est pas pareil. C'est hétéro-érotique. Faire du sexe avec l'autre. Homosexualité, c'est faire du sexe avec quelqu'un qui est 50% pareil que moi, physiologiquement. Et selfie, c'est la masturbation de soi-même. Donc c'est auto-érotique. Donc entre 14 et 45 ans, chez les hommes, c'est la masturbation qui prime le plus. C'est l'activité sexuelle première. 51% de tous les utilisateurs Internet consomment la pornographie au moins une fois par jour et afin de se masturber. Si tu regardes seulement les hommes des utilisateurs, c'est 90%. Les femmes le font beaucoup moins. Donc on a une situation où on fait l'amour à nous-mêmes, littéralement, et psychologiquement aussi. On prend des photos de soi-même tout le temps. On développe une implication émotionnelle. C'est la cathexis par rapport à soi-même. Et ça, c'est la théorie de relation aux objets, en fait. On s'investit en nous-mêmes et on apprend à externaliser cet investissement et chez les autres. Et ça, c'est la relation d'objet à objet. Mais les médias sociaux renversent cela et on régresse et encouragent les comportements comme les bébés, enfants, les mécanismes de défense, comme t'es mon ami ou mon ennemi. Tu m'aimes pas, t'es mon ami, t'es mon ennemi, etc. C'est like, dislike, j'aime pas. C'est un état binaire, très primitif, très comme bébé, enfant. Donc tu vois, c'est tous les emojis que Facebook utilise. Mais prends 1000 posts, personne les utilise. La plupart utilisent j'aime pas. Ou seulement quelques-uns utilisent wow et smiley. Donc c'est très binaire. Donc t'es mon ami, t'es mon ennemi. Noir et blanc. La catastrophe. Donc les médias sociaux nourrit cela. Psychologiquement, c'est régressif. S'ils avaient une bonne intention, non. C'est tout par design. C'est ça le truc choquant. Il n'y a aucune différence entre les médias sociaux et le tabac. Ou les drogues, en gros. Moi, je peux voir un monde où les médias sociaux seront bannis et ça me choquerait pas. Franchement, sur des bases psychologiques, scientifiques, si tu as un truc qui augmente le suicide de 31% chez les jeunes,
un médicament, cela serait banni. Et que tu n'as pas arrêté, peut-être qu'il faut réduire l'utilisation. Mais la seule réponse, c'est vraiment d'arrêter les médias sociaux, en fait. Car c'est la régression, l'agression, l'envie, donc le manque de contrôle des impulsions. Cela favorise tout cela. Il y a un lien direct. Et sans doute, il n'y a vraiment aucun doute sur tous les continents entre ce truc, l'anxiété, la dépression et le suicide. C'est simple. Dans les groupes les plus vulnérables, 15 ans, 24 ans. S'il y avait une drogue légale, un médicament, qui créait les mêmes effets, elle aurait été bannie, on l'aurait retirée du marché. Si quelqu'un avait créé un médicament pour, je sais pas, pour faire augmenter des muscles, prendre du muscle, et que les jeunes les prenaient, et que les suicides augmenteraient de 31%, cette pilule serait bannie, quoi. Donc je peux pas dire aux gens de dire prends un tout petit peu de ce truc très toxique. Si tu peux, mais les médias sociaux ne font pas cela. Pourquoi tu ne peux pas limiter l'utilisation d'un compte à 2 heures par jour? Tu vois, si tu t'as mettre une horloge interne, ou alors ça te bloque au bout de certains temps d'utilisation. Oui, ils savent qu'on font des documentaires contre eux. Oui, bien sûr. La vraie question est pourquoi on n'a pas fait ça il y a 10 ans? Si la plateforme est construite pour l'addiction, c'est le chef ingénieur qui a déclaré cela. Pourquoi ne limitons pas l'utilisation maintenant? Pourquoi attendre que jusqu'à temps que 20 000 adolescents se suicident par an à cause de cela, avant que tu mettes des limites à cela? C'est la même stratégie que l'industrie du tabac, en fait. Ils ont introduit les ingrédients qui ont rendu le tabac addictif. C'est la même situation que le tabac, et d'addiction, de répétition. Et le tabac, c'est moins pire parce que les médias sociaux, c'est conditionnement en plus, quoi. L'addiction, on peut l'abattre. Il y a des techniques pour la contrer. Le conditionnement est beaucoup plus dur, très très difficile. C'est comme les techniques de victimes de trauma, en fait. Oui. Ouais, les conditionnements à la douleur, à la nourriture. Oui, c'est un conditionnement primaire. Le truc le plus terrifiant avec ces médias, c'est pas d'avoir d'avoir de la nourriture. C'est pas d'avoir de la douleur, en fait. C'est pas la nourriture, c'est pas le temps qui nous fait peur. Le truc qui nous fait le plus peur pour nous, c'est d'être ostracisé. C'est l'exclusion, la pire des peurs. On peut regarder l'histoire. Les gens préfèrent mourir que de ne pas vivre dans la communauté. La plus grande arme de l'Église catholique, pendant 400 ans, c'était pas brûler au poteau, c'était l'excommunication, quoi. Donc ils étaient excommuniés, quoi. Quand Bénédicte Spinoza attaque la perspective juive de Dieu, il n'a pas été tué, il a été excommunié, quoi. Il a été viré de la communauté. Si personne me parlait pendant 10 ans,
je sais pas ce que j'aurais fait, quoi. Je pense que j'irai avec la communauté, quoi. C'est ce que les médias sociaux vous menacent avec. Si tu te comportes pas d'une certaine, si t'es pas négatif, si tu parles pas mal, et ben tes likes vont être minimales, tu vas être excommunié en fait, exclu. Si tu veux t'appartenir à cette communauté, tu dois le faire, tu dois être agressif, tu dois séparer, diviser pour régner, il faut pas être intellectuel, il faut rester simple et stupide. Voilà, il n'y a pas de manuel pour être populaire. Hein. Essai et erreur, et là si je suis stupide, j'ai plus de likes. Je suis stupide, le plus de likes j'ai. Le plus vide le contenu je mets, le mieux c'est, quoi. Si j'utilise pas de grands mots, je vais être plus populaire. Si je prétends connaître quelque chose, et j'aurai moins de likes. Donc ça vous force à cacher votre vraie identité. C'est ce que fait les médias sociaux. Ça vous force à devenir pas vous, à dénier des aspects critiques de vous-même. Si vous êtes empathique et compassionnel, vous devez nier cela. Ça vous force à vous conformer à une espèce d'idéal essentiellement agressif, régressif, infantilisant et narcissique en fait. Je suis pas fier, mais j'ai regardé une vidéo YouTube de comment se promouvoir soi-même sur les médias sociaux et Internet. Si tu voyages, tu dois te prendre des selfies dans l'avion. C'est le truc le pire et le plus inutile que je pensais, quoi. Et je l'ai fait, j'ai essayé, et c'est là où j'ai eu le plus de likes, en fait. Et j'ai répété cela, et c'est là où j'ai eu le plus de likes, quoi. Une photo de moi stupide dans un avion, quoi, tu vois. Et ouais, c'est ça, ouais. Je te jure, il y a une fille, je crois qu'elle est russe, une adolescente. Elle a des photos seulement avec des bananes. Elle mange des bananes, il y a pose des bananes par terre, aucun texte, elle et des bananes. Ah alors ouais, oui, je dois lui donner des points pour la créativité, hein. Ça j'avoue. Mais c'est tout. Peut-être 20 posts. Elle a 16,8 millions de followers, quoi. Non, là, je comprends pas. Je sais pas comment elle fait. Je sais pas comment c'est possible. 16 millions. Et tu vois, t'as des posts avec 270 000 likes. Non, tu peux pas dire que c'est tous des teenagers. C'est pas possible, quoi. Ça fait 16 millions. Donc, il doit y avoir des grands-mères qui ont 60 ans. Il doit y avoir des profs de psychologie dedans. Il doit y avoir des statisticiens, quoi. C'est choquant que quelqu'un qui passe la primaire puisse liker des photos d'une fille avec des bananes, quoi. Et ça, c'est sans parler de tous les chats qui sautent de partout sur ouais, même moi, t'as de la dopamine avec ces trucs-là, quoi. Moi, le pire chose que j'ai faite, c'était le truc le plus populaire, hein. J'ai eu 100 likes très rapidement pour rien faire ou un truc banal, quoi, tu vois. Tu vois, dans ton cerveau, quelque part, il y a une petite voix de Richard Granon qui dit, mais regarde ce que tu fais, t'es stupide, quoi. C'est quoi, ça va pas, toi. Il y a une toute petite voix qui te dit ça, quoi. Alors ça te force à nier des parties de toi-même, mais ça te force à te battre avec toi-même, parce que t'as tes petites voix qui te disent que t'es stupide, mais toi tu dis non, ferme ta gueule, je viens d'avoir 1000 likes, quoi, tu vois, je te hais, quoi. Donc ça crée de la dissonance cognitive en toi, quoi. Tous les comportements sur les médias sociaux, c'est de la dissonance, crée de la dissonance en nous. Même quand tu postes des selfies, c'est automatiquement partagé
ton selfie avec des gens que tu connais pas et des haineux potentiels, quoi, des harceleurs potentiels. C'est l'épitomie de la vulnérabilité parce que tu t'exposes aux harceleurs. Donc ça augmente ton anxiété quand tu poses ton selfie parce que ton niveau d'anxiété augmente. Donc après 200 000 fois ou 2000 fois, 3 fois où tu te nies toi-même, que tu vois, tu deviens déprimé, quoi. Ça, c'est les symptômes de la dépression clinique. Tu comprends comment ça se passe? C'est ta dissonance, c'est l'impuissance. Dissonance, c'est deux forces équipotentes ayant le même pouvoir et qui te déchirent. Donc ça crée la dépression. Et donc les jeunes qui sont interviewés, on leur a demandé des questions simples, est-ce que tu te ressens bien sur les médias sociaux? Une grosse portion ont déclaré, 40% dit que ils se ressentent vraiment pas bien. Seulement 3% ont dit que ils se ressentent bien. C'est choquant. Oui, on se demande, mais pourquoi ils y sont là? Le conditionnement. La seule raison qu'on fait quelque chose où on se ressente mal, c'est qu'on peut pas contrer. C'est conditionnement. Donc le médias sociaux est un conditionnement et pas une addiction. Enfin, c'est un conditionnement qui ressemble à une addiction. C'est compulsif, mais c'est pas exactement pareil. Non, c'est même pas du tout pareil. Une des trucs principaux de l'addiction, ça, t'as un addict qui va chercher de la drogue et il faut qu'il cherche de l'argent. C'est comme un business en fait. Donc tu gères ton business pour te droguer, quoi. Donc il y a un but, à faire. T'as un produit au bout de la journée, quoi. Comme quand tu vas travailler, quoi. Donc il y a un sens. Ça, c'est l'exosquelette. Voilà, c'est le conditionnement, non. Le conditionnement, il n'y a pas de sens. C'est totalement automatique. Je veux de la douleur, je presse le bouton. Je veux pas de douleur, je presse pas le bouton. C'est robotique. Et la plupart des comportements sur les médias sociaux sont robotiques. Il n'y a pas de sens. Ça donne pas de sens. C'est robotique dans le sens où c'est 1 sur 1. Tu pousses, tu presses un bouton, tu as un résultat. Tu presses un bouton, tu as un résultat. Donc si tu mets un selfie, que tu as un like, tu mets un autre selfie pour avoir 1000 likes, quoi. Tu vois, c'est ça le conditionnement. L'addiction est beaucoup plus complexe au niveau du phénomène que le conditionnement. Les médias sociaux, c'est simple. C'est pour ça qu'il y a 114 caractères sur Twitter. C'est simple, c'est pas complexe, c'est très simple le conditionnement. Le plus simple, la plateforme, le plus on va vers un conditionnement facile, quoi. Donc au niveau de l'âge de ceux qui utilisent les médias, si tu es né avant 1990, donc tu vois, c'est là où les médias sociaux vont avoir le plus d'influence sur ta perception de toi-même. Donc si tu es né dans l'internet, tu es beaucoup plus vulnérable.
Si on fait la présomption que Internet est pervasif, il y a 3 groupes. Ceux qui ont été exposés à Internet quand ils avaient 20, 30, 40 ans, donc les dinosaures comme moi. Ceux qui ont été exposés à Internet pendant l'adolescence. Et les natifs numériques, digital natives, qui sont nés avec une tablette dans les mains. Le premier groupe, donc nous, les vieux, on utilise les médias sociaux comme une forme de communication, toujours. On se reconnecte avec des vieux potes, on crée un réseau social, communiquer un peu comme au téléphone, comme on faisait par les mails. Donc tu vois ça comme une extension du téléphone, quoi, de la poste. Donc ils vont rater tous les effets pernicieux des médias sociaux. L'expression basique des émotions, les rencontres. Ils vont être très réluctants à utiliser les médias sociaux pour des choses trop intimes. On est plus enclin à se parler face à face. Les autres, les adolescents, eux vont utiliser les médias pour la compétition, pour se positionner socialement, pour se connecter, mais pour des choses très spécifiques. Par exemple, des rencontres romantiques, pour échanger des informations sur leurs préférences musicales, les films. La communication, c'est très superficiel, sans émotion. Même ce groupe, je pense, c'est assez sécure. Par contre, les digital natives, les natifs numériques, les médias sociaux, j'ai vu des gamins de 6 ans communiquer sur les médias sociaux. J'ai vu des 9 ans, 10 ans, ça. Le truc, là, c'est que la gratification est instantanée, un temps de réponse est très rapide, donc les effets hormonaux dans le cerveau sont immédiats, addictifs, le conditionnement est total, et tout autre mode de communication est trop lent, trop précis, trop intime, trop quelque chose, alors que le média social leur va très très bien, ça leur forme le cerveau et ça reflète leur mentalité numérique. L'attention est très brève, le niveau d'attention, des émotions beaucoup plus primitives. Les vieux mécanismes de défense du limbique aussi sont activés, donc l'agression et les émotions négatives sont exprimées. Donc c'est leur monde. Les médias sociaux est parfait pour cela. Ils n'ont aucune alternative, ils n'en ont jamais fait l'expérience d'ailleurs. Ils ont toujours vécu dans Facebook, dans les médias sociaux. On parle d'une génération qui a perdu toutes les autres expériences sociales, quoi. Ceux qui ont 60 ans, 50, 60 ans, 20 ans, 30 ans,
ceux qui ont 40-50 ans ont fait l'expérience de la famille étendue, la famille nucléaire, un grand-père, grand-mère, les oncles. Ceux qui ont 20-30 ans ont fait seulement l'expérience de la famille nucléaire. Et ceux qui ont 15-25 ans ne font pas l'expérience de la famille statistiquement, quoi. 40% ont une mère divorcée. Donc ce manque d'interaction sociale de famille rend impossible pour qu'ils puissent développer leur pensée critique, pour comment résoudre les problèmes, car les médias sociaux sont leur seul monde social. Ils n'ont pas vraiment de famille. Ils ne sont pas impliqués dans l'unité sociale, familiale, donc il n'y a pas de contrôle, ils n'ont pas ce contrôle-là de ces frontières et ces règles. Le média social ne leur impose aucune règle en fait. Maintenant, on commence à limiter l'accès aux tablettes, aux smartphones. Smartphone, c'est 3 heures. Modifier le type des médias par rapport à ceux qui ont 14-25 ans. On trouve des 9 ans, 10 ans qui s'automutilent, qui rejoignent des sectes de suicide, qui sont dans la pornographie violente. Donc, le problème, il n'y a pas de monde et de médias social. Le média social est le monde. Pour les natifs numériques, il n'y a pas d'autre monde en dehors de ça, et il n'y a pas de réalité en dehors de ça. Ils vivent dans cette réalité, virtualité. Tu m'as parlé de la simulation. Ça, c'est des gens qui sont simulés. Ils vivent à l'intérieur de la Matrix déjà, à l'intérieur d'une simulation. Eux-mêmes s'expériencent eux-mêmes comme simulation. Oui. Et ils ne vivent pas une vraie vie, ils vivent dans la Matrix. Médias sociaux et leur réalité. Les bits sont comme des atomes pour eux. Leurs familles sont des pères qu'ils ne voient jamais. Ils interagissent avec des renditions digitales, numériques d'autres personnes. Ils vivent à l'intérieur d'une simulation. Donc la différence entre quelqu'un de 35 ans et 15 ans, c'est pas une différence d'années. C'est pas un trou quantitatif, mais qualitatif. Ouais, donc 35 ans, tu utilises l'ordinateur comme un média, comme un outil, alors que celui qui a 15 ans vit à l'intérieur vraiment. Jusque 24 ans, si on regarde les statistiques et les études, ils vivent à l'intérieur des médias sociaux, ils perçoivent la réalité comme non réelle, et ils perçivent la réalité comme pas réelle et les médias sociaux comme réels. S'ils voient au Yémen des enfants qui meurent de faim, ça c'est des bits, des numéros sur un écran. Ces enfants au Yémen sont aussi réels que si tu voyais des potes dans leur rue. Donc,
aussi virtuel, en fait. Donc c'est une question ouverte. Les vieux comme moi diront que c'est une catastrophe, car ils ne peuvent pas fonctionner Ils élieraient quelqu'un comme Donald Trump, hein, dans leur réalité. Donc ils prendraient des décisions qui sont folles, ils ne seront pas ancrés dans la réalité, et donc ça sera un désastre. Donc quelqu'un comme moi dirait que c'est horrible, quoi. Quelqu'un qui est plus jeune que moi, ou beaucoup plus jeune que moi, dirait bah alors, la réalité est devenue une simulation. On devient la matrice. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? On a eu une interview la dernière fois, tu m'as parlé de la simulation. J'ai dit, si je suis branché à la matrix et qu'on m'autorise à contrôler comment le programme opère, je peux exprimer mes différences, mes envies, tout ça, et que le programme m'obéit. Ouais, pourquoi je vais pas dire que c'est pas vrai, quoi. Si je me plug me branche dans la matrice et que je veux une femme avec 2 enfants et je dis au programme que je veux ça et je vis avec cela le reste de ma vie, quoi. Et je meurs. Peux-tu dire que je n'ai pas vécu avec une femme et 2 enfants? Bah toi, tu pourrais pas dire autrement, quoi. Ouais. Les réactions émotionnelles que j'ai fait l'expérience, j'en ai fait l'expérience, quoi. Ce sera identique à une femme et 2 enfants dans le monde réel avec des atomes de carbone. Donc c'est très difficile de comprendre cela. Qu'il n'y a aucune différence en principe entre la simulation et la réalité. La réalité est une simulation faite d'atomes de carbone, c'est tout. Pendant que la simulation est une simulation faite d'autres matériels, de courant électrique. Philosophiquement parlant, il n'y a pas d'argument qui peut distinguer la réalité de la fiction. Donc dans le monde cybernétique, s'ils y vivent, ils peuvent vivre dedans sans jamais rencontrer un autre humain, quoi. On peut pas dire vraiment que leur vie aura été sans sens, quoi. Je me suis posé cette question. Je suis célibataire, mais je veux être dans une relation. C'est pas facile. J'ai eu beaucoup de difficultés. Donc tu as dit que le média social encourage l'ambiguïté et le manque d'intimité. Pourquoi cela? Et est-ce que cela se reflète dans notre monde? Et il y a une terreur par rapport à l'intimité et à se rencontrer dans la vraie vie, quoi. Et ça détruit la relation dans le vrai monde. On a peur dans la vraie réalité parce que tu n'as jamais rencontré que mon faux self, ou que mon faux moi, quoi. Le seul antonyme d'ambiguïté, c'est l'intimité. La seule façon d'enlever l'ambiguïté, c'est de se connaître et de devenir intime. Donc quand on devient de plus en plus intime avec une personne, il y a de moins en moins d'ambiguïté. Donc toutes les relations se terminent certainement, quoi. Les médias sociaux empêchent la certainté et de nous faire peur de ça. L'intimité réduit le need de l'addiction, le besoin d'addiction. L'intimité, d'une façon, est la plus grosse addiction. Quand tu es dans une relation intime, ça consomme toutes tes ressources émotionnelles et cognitives. Il n'y a pas de temps pour d'autres addictions.
pour dire l'intimité, en fait, est en compétition avec Facebook. Soit tu es intime avec quelqu'un, soit tu es sur Facebook. Donc l'intimité a des aspects sociaux, c'est une activité sociale, car tu n'es jamais intime qu'avec une seule personne. Automatiquement, tu es intime avec ses amis, avec sa famille, avec son histoire. Tu n'as jamais d'intimité avec une seule personne, mais un réseau de personnes. Donc l'intimité est un mini réseau social avec un pouvoir extrêmement addictif, donc qui rend Twitter, Facebook inutiles. Donc les médias sociaux ont besoin de la solitude, de personnes séparées, schizoïdes, récluses, geeks, socialement inaptes, incapables de créer des liens. C'est la seule population dont ils ont besoin et qui les rend addicts aux médias sociaux. Donc on sait que les fournisseurs de produits introduisent dans leurs produits deux éléments. Ils essayent de faire que leurs produits soient indispensables. L'iPhone 7, pourquoi l'iPhone 3 il marche parfaitement? Parce qu'ils ont rendu ce produit indispensable par du symbolisme, du branding, du marketing, etc. Donc tous les fournisseurs font cela, rendent le produit et ils construisent à l'intérieur du produit l'obsolescence programmée. Les médias sociaux se rendent indispensables et tu auras toutes les menaces à lui-même. Et cette menace, c'est un adulte mature donc les médias sociaux sont tous sauf social. Et la deuxième chose, c'est l'obsolescence. Les médias sociaux expirent beaucoup plus vite qu'aucun autre produit. La minute où tu postes un tweet ou un post, où c'est aimé, en 24 heures, c'est mort, c'est obsolète. Et tu dois renouveler le produit, tu dois poster autre chose. Un autre tweet, un post. Ça, c'est les seuls fournisseurs dans le monde qui vous ont fait employer. C'est le seul fournisseur au monde où l'utilisateur est son utilisateur. Quand tu buys un iPhone, tu vas pas dans l'usine de Foxconn en Chine le créer, quoi. Par contre, là, sur les médias sociaux, c'est toi qui génères le contenu. C'est toi qui génères le contenu. Il vend le contenu aux publicitaires, mais c'est toi qui le génère. C'est toi qui fais tout. Twitter, Facebook sont idiotiques, cons et vides. Ils ne font rien, mais à part obéir à ce que tu y mets. Tu travailles pour Facebook et Twitter et les autres, quoi, gratuitement. Donc les sorciers de Facebook savent cela et savent que quand tu es dans des relations intimes, c'est mauvais pour leur business, oui. Et qu'ils décourageront sur les plateformes de faire cela avec leurs algorithmes. Non, ils n'ont pas trop peur de cela, car les plateformes sont créées comme la drogue pour une gratification instantanée, mais la vraie menace est que tu trouves quelqu'un au travers de Facebook avec qui tu développerais une relation intime dans le vrai monde. C'est très simple. Quand tu commences une histoire d'amour, tu t'intéresses pas à Facebook. Ils ont besoin que tu regardes, ils ont besoin de tes yeux.
C'est la femme avec qui tu vas tomber amoureuse, c'est leur compétition. Ils doivent l'éliminer de ta vie. Ils doivent capturer ton attention et tes yeux. Tout ce qui va rentrer en compétition, ton regard, sont une menace. C'est ta famille, ta petite amie, la télévision. Pourquoi Facebook n'autorise pas Google à crawler leur page? Parce que Facebook est en compétition, quoi. Ça bouffe leur temps. Ils ne mettent pas de fichier robot.txt, quoi. Facebook n'autorise pas Google à faire cela. Parce qu'ils iraient voler le temps d'attention de la personne. C'est ça qu'ils vendent aux publicitaires aussi. Donc si tu as une petite amie, et même ça se trouve ta petite amie dira ah, putain mais arrête d'utiliser Facebook, quoi. Et beaucoup le font en plus, hein. Si tu es ensemble, voilà, arrête les médias sociaux quand tu es avec moi, quoi. Tous les hommes, presque tous les hommes sont le sexting est très très commun, quoi. Tu vois, c'est là les hommes sont beaucoup sollicités, quoi, en fait. Donc imagine, j'ai une femme, une petite amie, elle me dirait mais arrête, c'est une menace pour les médias sociaux. Donc l'amour est une menace pour les médias sociaux. Être ensemble est une menace. La communauté est l'amitié est une menace. Tout ce qui va enlever ton attention des médias sociaux est une menace. Donc si les médias sociaux est un virus contre la famille, l'amour, est-ce qu'il y a un antidote? Oui, bien sûr, il y a un antidote. Si une fois dans ta vie tu fais l'expérience de la vraie intimité, les médias sociaux deviennent plastiques, quoi. Bizarres, même malsains, quoi. Complètement malsains. Si vraiment tu fais l'expérience de ça dans ta vie. La vraie intimatie est très addictive. Tu vas passer le reste de ta vie à faire cela. Tu vas voyager jusqu'en Italie, dans le monde, pour trouver cette intimité, quoi. Tu vas le rechercher toujours. Les poètes ont écrit des poèmes depuis toute leur vie, quoi. Parce qu'ils ont fait l'expérience de l'amour quand ils avaient 21 ans, quoi. Quand ils avaient 21 ans et 70 ans, ils écrivaient toujours des poèmes, quoi, sur l'amour. L'amour, on sait physiologiquement qu'elle est addictive, complètement. Pourquoi on ne pourrait pas dire qu'une addiction est en compétition avec une autre addiction, qu'elle se bat pour ton attention, ton argent, c'est presque l'antidote au virus. Les médias sociaux, oui, c'est le compétiteur des médias sociaux. Mais ceux dont leurs cerveaux sont conditionnés par ces médias, ça va pas marcher, parce que ça va être ambigu une relation avec eux, quoi. Oui, bien sûr, oui. Ils vont être conditionnés contre l'intimité. C'est pas une question qu'ils ne pourront pas faire l'expérience de l'intimité, hein. C'est qu'ils la regardent négativement, comme une menace. Donc ils regardent l'intimité comme une menace parce une des choses que les gens négligent, c'est que la plupart des interactions sur les médias sociaux sont douloureuses. Ces médias créent la fausse intimité. Mais même cela, qui est très minimal, même ça, c'est douloureux. C'est accompagné par de la douleur. Donc tu mets ton selfie, donc c'est un peu intime, hein, on va dire, un tout petit peu, mais c'est de l'intimité. De 10 commentaires, 3 vont me dire que t'es moche. Et là, je suis généreux, hein. 3 vont me dire que t'es moche. Ouais, même si t'es beau, quoi. Juste pour te faire du mal, quoi, ils vont me dire ça, quoi.
Donc les gens sont conditionnés à attendre et faire l'expérience de cette toute petite exposition à la douleur. T'attends à ce que les mecs ils vont descendre. Donc la micro-intimité est très douloureuse. Donc dans le vrai monde, ils vont penser que la macro-intimité va être encore plus douloureuse. Oui, c'est ça, ouais. Ça c'est du conditionnement. C'est un exemple de conditionnement. Donc l'autre truc, c'est que si je les rencontre par les médias sociaux, et quand on passe les filtres et le Photoshop des photos, on a peur de les rencontrer dans la vraie vie parce que notre profil est projeté et fake quelque part. Oui, les médias sociaux t'encouragent à te présenter d'une certaine façon, d'une façon photoshopée, modifiée en tout cas. Mais même ceux qui sont honnêtes, hein, même eux sont très sélectifs. Ils sont très sélectifs à cause de la douleur qui les attendent. Moi, j'adorerais être un team sur les médias sociaux, mais il y a des milliers de gens qui vont me poignarder dans le dos, quoi. Moi, j'ai eu une enfance très, très douloureuse. Si je la partage, je vais me faire détruire, quoi, sur les médias sociaux, quoi. Je peux pas le faire. Donc, dès le départ, si on exclut ces choses-là de nous, dès le départ, c'est pas une vraie communication. On peut pas partager. Donc ces gens ont appris à interagir sur un niveau superficiel. Tu peux pas aller profond, car là, ça va être très douloureux, quoi. C'est ce que les médias sociaux ont fait exponentiellement. Ils ont multiplié l'interaction négative, quoi, et la douleur. Tu fais partie d'un petit village, d'une petite ville, t'as fait quelque chose de mal, le village en parle. 2000 gens qui parlent de toi. Mais sur Internet, tu peux te faire attaquer par 20 000 personnes, quoi, socialement. Thomas Hardy, dans le pire des cauchemars, le maire de Casterbridge, il a fait, je sais pas ce qu'il a fait comme... Combien de gens l'ont critiqué? Peut-être 70. Chaque post sur Facebook aura un plus grand nombre, quoi. Les médias amplifient exponentiellement les aspects négatifs de toute interaction sociale. Donc, et spécifiquement la douleur. Et l'aversion à la douleur, conditionnement. Tu vois, quand tu veux de la bouffe et que tu es électrocuté, le chien préfère mourir de faim plutôt que de prendre un choc électrique en appuyant sur le bouton. Non, les social media, c'est ça. Tu presses le bouton et paf, tu as de la douleur. Et même dans un environnement secure, tu vas pas presser. Et même quand il n'y avait pas d'électricité sur le bouton, qu'ils ont coupé l'électricité, le chien mourait. Et nous, c'est pareil, on meurt émotionnellement sur Internet. Qu'est-ce que je peux faire dans ma situation? Moi, je veux être avec quelqu'un, je suis célibataire. C'est quoi mes meilleures chances? Est-ce que je dois aller dans un pays où il n'y a pas de médias sociaux? Ouais, il y a des enclaves, hein, où il y a beaucoup moins de dominance, hein, comme à l'université, par exemple, les universitaires. Ça dépend du genre de message que t'envoies. Tu parles de toi-même, hein? Ouais. Les messages, c'est que toi, tu vis des médias sociaux, hein? Ça fait partie de ton travail, donc tu crées un filtre. Tu envoies un message qui est filtré, donc les femmes qui vont t'approcher,
te verront sur YouTube, préféreront ceux qui sont célèbres, qui sont connus. Donc ça pose un problème. Donc tu crées une vie parallèle, en fait. Mais si tu crées un filtre différemment, tu t'as attiré la bonne personne pour toi, quoi. Moi, j'ai de la chance d'avoir cela, quoi. J'ai une vie parallèle. J'ai une vie sur Internet, hein, comme toi, depuis 25 ans. Et ça attire ce genre de femmes, hein. Et je les ignore totalement. Mais j'ai une vie parallèle. J'ai écrit des livres physiques, hein, réels. J'ai vécu avant Internet. J'ai travaillé dans les universités, donc j'ai une vie parallèle dans le monde réel. Mais on est forcé par les médias sociaux à développer une multipersonnalité. Et la vieille méthode d'être intime, d'aimer, de s'occuper de nos émotions profondes, on est forcé à divorcer des médias sociaux, hein, si on veut cela. Donc il faut divorcer de Internet, de ta technologie, et si tu peux pas faire ça, à cause de tes exigences, de tes revenus, alors il faut te créer une vie parallèle et d'avoir deux personnalités, deux trajectoires parallèles. Et je pense que c'est pas trop difficile de trouver quelqu'un dans ta vie, quoi. Il y a des femmes qui vont au théâtre, qui vivent dans la vraie vie, qui sont pas dans les médias sociaux. Mais là, maintenant, tu vas attirer que des femmes, comme ça, hein. Voilà, je viens juste d'avoir des conseils sur l'amour de Sam Vaknin. C'est un moment historique. Sam m'a aidé. Non, il m'a pas aidé. Il m'a arrêté juste avant. Non, je l'ai pas vu. C'est la CIA. J'ai jamais dit ça. Donc une traduction à la volée de Jackfruit, hein, avec des fois une version à la Jean-Claude Van Damme. Rien n'est parfait, à part le monde d'Internet.